Alors, on part la caméra, ça enregistre. Donc, bonjour tout le monde. Avant de commencer, on voudrait reconnaître que la région de Lanaudière, où nous vivons et où nous travaillons, se trouve en partie sur le territoire autochtone non cédé du peuple Atikamekw, qu'ils appellent le Nitaskinan, qui signifie notre terre en Atikamekw. Donc, on reconnaît qu'ils subissent les conséquences des installations technologiques qui nous permettent de nous rencontrer aujourd'hui. Et nous soutenons leur lutte pour l'autodétermination et pour la défense de la terre-mère. Donc, moi, je m'appelle François Van Vliet. Je suis agent d'éducation populaire et de mobilisation au MEPAL, le mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière. Puis ce webinaire est organisé par le MEPAL avec ma collègue Gabrielle, qui a beaucoup travaillé aussi sur le questionnaire et toute l'organisation. Alors, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas le MEPAL, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui font de la défense des droits et de l'éducation populaire dans le but de viser une transformation sociale pour vivre dans une société plus égalitaire. Puis, on travaille, entre autres, pour la lutte à la pauvreté sur différents fronts. Entre autres, on sait qu'il faut avoir un filet social fort pour contrer les inégalités avec des services publics et des organismes communautaires bien financés, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ça prend, entre autres, du logement abordable et salubre, ce qui n'est vraiment pas le cas en ce moment avec la crise du logement. On le voit très bien cette année, malheureusement. Aussi, les différents droits sociaux, là, comme le droit à la santé, le droit à la mobilité, que le transport soit abordable. Donc, c'est différents enjeux qu'on défend. Puis, le revenu de base, c'est peut-être quelque chose qui peut aussi nous aider pour sortir de la pauvreté. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser le webinaire aujourd'hui. Alors, merci tout le monde d'être présent en si grand nombre, puis de différentes régions. C'est le fun. On a comme invité aujourd'hui Ambre Fourier, qui, après un baccalauréat en sciences politiques, elle a effectué une maîtrise de gestion et innovation sociale au HEC Montréal. Elle a rédigé un mémoire de maîtrise sur le revenu de base qui a donné lieu à l'apparition de son premier essai chez Éco-Société qui s'appelle « Le revenu de base en question, de l'impôt négatif au revenu de transition ». On va voir un peu tous les différents termes, les différentes sortes de revenus de base qu'il y a et tout ça, là. Ensuite, elle a travaillé comme agente de développement à Vie autonome Montréal, un organisme communautaire qui vise l'autonomie et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et depuis septembre 2019, elle est candidate en doctorat en sociologie à l'UQAM. Puis, elle est aussi membre de Polemos, un groupe de recherche indépendant tout jeune sur la décroissance. Alors, bonjour, Ambre. Bonjour François, bonjour tout le monde. Et on a aussi Évelyne Couturier, qui a étudié en sciences politiques à l'UQAM, qui a été analyste devant la Régie de l'énergie pour le regroupement des organismes environnementaux en énergie pendant 3 ans et qui travaille maintenant sur les enjeux d'inégalité de revenus, l'évolution du système de retraite québécois et l'impact des politiques publiques sur les femmes à l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour Évelyne. Bonjour. Alors, voilà, si vous avez des questions, je vous invite soit à vous les noter ou vous pourriez les poser à la fin en levant la main ou via le chat. Est-ce que ça convient à tout le monde? Pas des signes de tête? Alors, parfait. On va tout de suite sauter dans le bain. Donc, le revenu de base, qu'est-ce que c'est? Ambre, peut-être tu peux nous expliquer c'est quoi, puis démêler un peu les différents termes, là, revenu de citoyenneté, revenu d'existence, allocation universelle, puis nous expliquer un peu c'est quoi les différences entre les différentes formes de revenus et lequel serait ton préféré? Oui, effectivement, alors c'est un vaste débat, parfois difficile de s'y retrouver un peu dans toutes ces appellations. Ce qu'on peut dire, si on prend une définition générique du revenu de base, et là je prends la définition de Philippe Van Parijs, qui me paraît être la plus simple et qui aide en fait à comprendre un peu ce que ça pourrait être le revenu de base. Donc c'est l'idée finalement de verser un revenu
donc c'est un revenu sous forme monétaire, hein, à l'ensemble d'une communauté politique. Sur une base individuelle, là, il y a débat, on verra, et sans contrôle de ressources ni exigence de contrepartie, hein. Il n'y a pas de contrôle de ressources au début, il n'y a pas d'exigence de contrepartie. Donc, autrement dit, il n'y a pas, on distribue ce revenu donc à tout le monde, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on ait cotisé ou que l'on n'ait pas cotisé, etc. Donc, voilà la définition du revenu de base. Alors maintenant, il y a plusieurs appellations. Certains parlent d'allocation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une allocation? Ça se réfère plutôt à un montant d'argent qui est distribué par un organisme central qui serait l'État, hein. Mais dans le débat sur le revenu de base, on peut retrouver aussi des personnes qui parlent de salaire. On a aussi la mention de salaire à vie, par exemple, hein. Qu'est-ce que c'est le salaire ici? Ce serait plutôt la reconnaissance d'un travail accompli par la société, donc d'une activité. Parfois, on entend aussi parler de dividendes territoriales, etc. Alors, qu'est-ce que c'est un dividende? C'est la part d'un capital. Donc, on pourrait penser que c'est ce qui se passe, par exemple, en Alaska, hein, où il y a finalement, la rente pétrolière est divisée entre les membres de la collectivité. Donc, ici, on est plus dans des formes de capital. Et puis, parfois, on entend aussi le terme dotation, dotation inconditionnelle, par exemple, qui serait plutôt en fait un droit à la vie, finalement, hein. Le terme revenu est relativement neutre, signifie retour, mais il peut provenir, ce revenu, d'un capital, d'un travail, etc. Il ne donne pas vraiment d'informations sur la provenance finalement de ce revenu. Donc voilà un peu pour la définition générique du revenu de base. Maintenant, si on fait le saut, qu'est-ce qui, selon moi, pourrait être plus révolutionnaire? Je dirais que moi, parler de salaire, c'est quelque chose qui, je pense, et a un potentiel plus révolutionnaire que de parler de revenus, hein, puisque finalement, on met l'accent sur la capacité des individus à être producteurs de valeur économique en dehors de la sphère capitaliste. Donc voilà. Merci beaucoup. Question pour Evelyne maintenant. Donc, il existe plusieurs formes de revenus de base au Québec et au Canada sous différentes façons. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi qui existe, puis c'est quoi leur lacune? Oui, donc Anne a fait une présentation de qu'est-ce que c'est le revenu de base, puis avec tous les autres termes. Moi, j'aime bien utiliser le terme revenu minimum garanti, mais on parle grosso modo toujours de la même chose. Mais on parle, Ambre a fait une présentation plus idéalisée. Donc, dans le monde idéal, voici comment les choses se passeraient. Mais quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, il y a des projets pilotes qui sont mis en place, il existe des façons d'essayer de le faire et qui adaptent un petit peu ça. Donc, universel, mais pas nécessairement à tout le monde. Peut-être qu'il y a une catégorie d'âge sans condition, mais seulement pour les personnes qui gagnent un certain montant. Fait qu'il existe des petites modulations qui existent, mais les principes de base, c'est-à-dire individuels et sans, je dirais, l'autonomie. Je pense que l'autonomie est très importante dans comment tu dépenses ton argent. On ne te dit pas, tu utilises cet argent-là pour payer tes frais de scolarité, tu utilises cet argent-là pour t'acheter la nourriture, tu fais ce que tu veux avec cet argent-là. Donc, il existe quand même au Québec et au Canada, des programmes de soutien aux revenus qui répondent un peu à ces caractéristiques-là, toujours avec les nuances de la vraie vie. Comme on dit en anglais, c'est messy, c'est mélangé. Il y a tout le temps des flous qui rentrent là-dedans. Puis moi, j'en parlerai de 4 qui sont au Canada. En fait, il y a 2 catégories de personnes qui sont particulièrement privilégiées, entre guillemets, par rapport aux revenus au Québec et au Canada. Les personnes âgées avec la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenus garanti qui garantit un minimum de revenus pour une personne seule d'environ 19 000 $. Donc, au Québec et au Canada, une personne âgée qui n'a jamais travaillé de sa vie avec les revenus gouvernementaux a un revenu qui tourne autour de 19 000 $ par année. Ensuite, on a les enfants. Il y a beaucoup de programmes qui s'adressent aux parents qui financent, entre guillemets, les enfants. C'est sûr que ce n'est pas des montants aussi élevés, mais avec l'allocation fédérale pour enfants, par exemple, on peut avoir jusqu'à 7 000 $
par enfant. Maintenant, pour ce qui est des personnes âgées, la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti est généralisé, bien entendu, depuis les années 90, si mon souvenir est bon. On réduit la pension de la sécurité de la vieillesse au fur et à mesure que les personnes âgées gagnent un certain montant, mais on reçoit la pension de la sécurité de la vieillesse jusqu'à des montants qui sont quand même très, très élevés, alors que l'allocation fédérale pour enfants à 7 000 $ est diminuée plus rapidement pour aider particulièrement les familles qui sont à revenus plus modestes, mais quand même une famille qui gagne un revenu annuel de 50 000 – 75 000 $ par année, qui n'est pas un revenu modeste en soi, reçoit quand même l'allocation fédérale pour enfants. Puis il y a des programmes aussi au Québec. Et la troisième grande catégorie de gens qui sont soutenus, c'est les personnes qui sont sans ressources. Au Québec, on a l'aide sociale et la solidarité sociale. Sauf que la grande différence entre les personnes âgées et les enfants, c'est que pour qualifier comme personne âgée ou comme enfant, ben, il faut simplement rentrer dans une catégorie d'âge. Alors que pour qualifier pour l'aide sociale et la solidarité sociale, il faut montrer qu'on est dans une situation de pauvreté, qu'on a épuisé toutes nos ressources et qu'on n'a pas d'autres alternatives que ces programmes-là. Et les montants sont aussi beaucoup plus bas, surtout pour l'aide sociale qui est environ à 8 500 $ par année. La solidarité sociale, ça, c'est pour les personnes qui ont un handicap, qui ne peuvent pas aller travailler pour des raisons de santé. C'est un peu plus élevé à 13 300 $. Et pour la solidarité sociale de long terme, donc si vous êtes depuis plus de 6 ans, 5 ans, 6 ans, je ne me rappelle plus exactement, sur la solidarité sociale, à ce moment-là, on garantit un revenu qui est plus élevé et je parle de plein de concepts en même temps. L'aide sociale va changer si vous êtes en couple ou non, mais la solidarité sociale de longue durée ne changera pas si vous êtes en couple ou non. Donc, il y a ces modifications-là. Puis, juste pour revenir un peu à cette idée-là de c'est quoi les grands concepts, l'aide sociale, un des grands problèmes, il y a plusieurs grands problèmes. D'une part, c'est très bas. Et d'autre part, ben, il faut montrer qu'on n'a plus rien. On rajoute souvent des conditions, que ce soit des conditions de comment vous vivez. Est-ce que vous vivez avec des colocs, vous ne vivez pas avec des colocs, vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple. Si vous avez des économies, si vous n'en avez pas, est-ce que vous êtes en train de faire des démarches pour trouver un emploi? Donc, ça se veut un revenu de base. On garantit, on promet à l'ensemble de la population québécoise au moins ce filet-là, mais on rajoute tellement de conditions que ça devient très difficile pour l'atteindre. Donc, il existe un filet social de revenus au Québec et au Canada, mais il est imparfait. Il couvre particulièrement les enfants et les personnes âgées. Les personnes seules, adultes, sont les plus grands laissés pour compte dans ce système-là. Et on se retrouve aussi avec un grand patchwork d'allocations de revenus. Si mon souvenir est bon, il y a 33 programmes différents de soutien aux revenus au Canada. Donc, on peut comprendre que pour une personne qui se retrouve sans ressources, trouver le bon programme, être handicapé, avoir un enfant qui a des besoins particuliers, habiter ça, il y a tellement de paramètres à gérer que ça fait partie des défis à prendre en compte. Voilà. OK. Donc, il y a l'idée de revenu universel, puis dans les programmes qu'il y a, on voit qu'il y a beaucoup de lacunes, entre autres au niveau des conditions d'accès et tout ça. Ambre, au niveau de ce qui se fait dans le monde, ailleurs dans le monde, est-ce que tu peux nous donner des exemples de qu'est-ce qui est proposé dans le débat public par rapport au revenu de base? Alors, c'est une très large question. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir répondre à cette question. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Evelyne, hein, c'est sûr que les prestataires d'aide sociale sont souvent face à un espèce d'énorme labyrinthe administratif. Et je ne sais pas si ça a été calculé au Québec, mais je sais qu'en Europe, ça a été calculé, ce qu'on appelle les taux de non-recours aux prestations. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui auraient le droit à certains montants d'argent, mais à cause du fait que le système de sécurité sociale est si complexe, finalement, ne savent même pas qu'il existe des aides pour elles. Et en fait, finalement, ne demandent pas ces aides-là. Donc, ça, ce serait intéressant d'avoir quelques chiffres là-dessus pour montrer que finalement… à cet égard, c'était un grave problème avec le supplément de revenu garanti pour les personnes âgées. Alors, le supplément de revenu garanti qui vient compenser jusqu'à 19 000, peu importe la source de revenu de l'argent.
plusieurs personnes âgées ne savaient pas qu'ils avaient droit et ce n'était pas calculé automatiquement alors qu'on remplit tous et toutes ou presque un rapport d'impôt. Ils ont toute l'information. Il fallait quand même cocher des cases, remplir des formulaires. Ils ont changé ça il y a quelques années, mais oui, la facilité d'obtenir l'argent est aussi un enjeu sur ces problèmes. Je voulais juste... Finalement, on a des programmes qui finalement rejoignent pas les cibles pour lesquelles elles sont constituées. Quels sont les types donc, de revenus de base proposés actuellement dans le débat public? Alors, c'est un peu ce que j'ai tenté de faire dans mon livre, de manière... bon, c'est très des idéotypes, comme l'a dit Evelyne. Moi, c'est plus dans le ciel des idées, essayer de caricaturer un peu la réalité. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais juste faire un petit retour historique sur d'où vient cette idée finalement de revenu de base. En fait, c'est une idée qui est très, très, très ancienne. On peut la faire remonter, selon certains, au XVe siècle. Hein. Par exemple, chez Thomas More, donc, qui était un humaniste anglais, hein, qui était un des précurseurs de ce qu'on appelle le socialisme utopique, qui disait qu'au lieu de réprimer le vol, il valait mieux en fait, donner à tous un revenu suffisant. Et environ 2 siècles plus tard, Thomas Paine, qui a notamment participé à la Révolution américaine, dans son ouvrage « La justice agraire », en fait, il fait un pas symbolique de plus par rapport à More. Pour Paine, il faudrait lier la distribution d'un revenu, non pas à un principe seulement de charité, mais à un principe de justice. Et il propose qu'à l'âge de 20 ans, en fait, tous les hommes et toutes les femmes reçoivent un montant d'argent en compensation de la perte d'un droit naturel qui est l'accès à la terre. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit les propriétaires terriens, finalement, qui auraient un capital, qui financent en fait un revenu à ceux qui n'auraient pas de possession, finalement, qui n'auraient pas de propriété. Donc, ça, c'était au XVIIe siècle. Et l'idée du revenu de base, si on regarde un peu même l'histoire au Canada, c'est une idée qui a toujours refait surface un peu au moment où on a construit l'État-providence, dans les années 50. Mais en fait, elle n'a jamais vu le jour réellement. Enfin, il y a eu des expérimentations, mais ce n'est pas des réels revenus de base, si on peut dire. Donc, c'est ça. C'est une idée très ancienne, mais elle n'a jamais été... réellement, si on veut, mise en application. Maintenant, comment distinguer toutes ces catégories de revenus de base? Selon moi, il y en aurait 4 grandes. Si on prend le critère de l'inconditionnalité, donc le revenu de base peut être plus ou moins inconditionnel. C'est-à-dire que finalement, la question de l'inconditionnalité, c'est de poser la question à qui on distribue, hein, qui sont les bénéficiaires. Alors, si c'est l'ensemble de la communauté politique, tous les citoyens et citoyennes, on est dans des formes plutôt de revenus de base. Si c'est seulement des personnes qui sont en delà, qui se trouvent par moment en deçà d'un certain seuil de revenus, c'est-à-dire que sont plutôt précarisés par rapport aux autres. Ici, on va plutôt parler de ce qu'on appelle les impôts négatifs. C'est un montant d'argent finalement qu'on va distribuer en fonction des gains que la personne a obtenus sur le marché du travail pour ajuster finalement lui permettre de vivre dignement en fonction d'un seuil qu'on s'est fixé collectivement, qui peut être le seuil de pauvreté, mais ça peut être, on peut le calculer. L'IRIS fait des calculs souvent, donc on pourrait prendre les calculs de l'IRIS là-dessus. Mais voilà, donc il y a l'impôt négatif et les revenus de base sur le plan de l'inconditionnalité. Maintenant, sur le plan du montant, il est plus ou moins généreux selon les propositions. Hein, on a des personnes dans le débat sur le revenu de base, il faut le savoir quand même, comme Milton Friedman, qui a défendu à un moment de sa vie le revenu de base. Aujourd'hui, Jeff Bezos, qui est patron d'Amazon, défend aussi ce type de politique publique. Alors, il faut aussi s'en méfier de cette politique-là. Souvent, ce que ces personnes proposent, ce sont des montants très, très, très faibles. Très, très faibles. Et souvent, l'objectif, c'est de supprimer la plupart de l'État-providence, en fait, et de le remplacer par le versement d'un simple chèque qui serait, lui, très, très faible. L'objectif, c'est aussi de pousser les gens à retourner sur le marché du travail, donc en les précarisant davantage, et donc de libéraliser de plus en plus ce marché du travail. Et bien souvent, il est accompagné
d'une flat tax. Qu'on appelle une flat tax, c'est une taxe avec un taux d'imposition unique, puisque dans cette perspective, on considère que l'État intervient trop dans l'économie et qu'il faut laisser plus de place au marché. Et de l'autre côté, du côté du montant plus élevé, on a des propositions qui paraissent plus radicales, dont l'objectif est vraiment une sortie finalement du marché, de cette institution qu'on pourrait appeler le marché du travail. On veut sortir les gens de cet impératif où ils sont obligés d'aller vendre leur force de travail sur un marché. Donc, finalement, on souhaite l'autonomisation des personnes. Donc, voilà un peu pour le tableau. C'est sûr que c'est plus facile de le présenter avec un graphique, mais c'est ça, on a ce type de proposition. OK. Donc, on voit que l'idée de revenu de base peut être défendue par la gauche, mais aussi par la droite. C'est, comme on dit, des fois, le diable est dans les détails. Il faut voir comment, pourquoi, à qui, tout ça. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire, toutes les deux, c'est quoi qui vous a amené à défendre ou à vous intéresser à l'idée du revenu de base? Ben moi, défendre le revenu de base, je suis encore un peu floue sur ma position exacte sur le revenu de base. Mais la raison pour laquelle j'aime en parler puis que c'est une idée qui m'intéresse, en fait, c'est une idée, c'est une raison négative dans le sens c'est de voir comment les gens se battent contre le revenu de base que je trouve fascinant. C'est-à-dire qu'on va souvent utiliser des arguments on ne peut pas juste donner de l'argent aux pauvres parce qu'on va les payer à rien faire, on encourage la paresse, ces gens-là, ils ne savent pas gérer leur argent et tout. Et je trouve ça fascinant qu'on enlève toute capacité des personnes qui sont précaires à être capables de gérer leur propre vie. Il existe plusieurs recherches, par exemple, qui ont été faites pour montrer que les personnes qui sont pauvres prennent des mauvaises décisions, mais ils ne prennent pas des mauvaises décisions. Ils ne sont pas pauvres parce qu'ils prennent des mauvaises décisions, ils prennent des mauvaises décisions parce qu'ils sont pauvres. Un exemple classique, c'est si on prend le coût du transport en commun, eh bien, la façon la plus rationnelle et économique de prendre le transport en commun, c'est d'acheter une passe mensuelle. Mais une passe mensuelle, ça va coûter 80-90 $ et ça faut la payer au début du mois. Donc, il faut avoir ce capital-là, il faut être en mesure de le dépenser tout de suite. Alors qu'une personne qui est précaire, qui a de la misère à payer son épicerie chaque semaine, la misère à payer son loyer, bien justement, son loyer arrive au début du mois aussi, donc possiblement qu'il n'a pas cette marge de manœuvre-là disponible. Donc, va plutôt acheter des billets à la fois, ça va lui coûter plus cher. C'est une décision absolument irrationnelle, mais en même temps, dans une situation de précarité, des fois, on n'a pas le choix. Ça, c'est quelque chose de très, très simple. Mais simplement le fait de ne pas savoir comment on va payer son logement, pas savoir comment on va payer sa nourriture, ne pas avoir accès à la nourriture de qualité, être stressé sur l'ensemble des factures qui nous viennent, si on est capable de se rendre au travail parce que sa voiture est en train de tomber en morceaux, ça fait que notre esprit est complètement utilisé par ces angoisses-là et ce stress-là et qu'on n'est pas capable de s'asseoir et se dire, sais-tu quoi, je vais prendre du temps pour aller étudier, je vais prendre du temps pour pouvoir prendre une bonne décision. Je vais prendre du temps pour faire un budget et un menu pour pouvoir préparer ma nourriture. On n'a pas cet espace mental-là, on n'a pas ce temps-là. Donc, les gens qui nous disent que les personnes pauvres ne sont pas capables de se gérer, bien, je pense qu'ils se trompent. Et de dire que donner de l'argent, de donner les moyens aux gens de pouvoir avoir cet espace mental-là, d'avoir le budget pour pouvoir prendre des bonnes décisions, va les encourager à la paresse, mais va faire qu'ils vont encore moins travailler. C'est ne pas du tout comprendre c'est quoi vivre dans la précarité et c'est de ne pas du tout comprendre aussi le fait que les êtres humains, ils ont quand même une certaine pulsion à l'utilité, une pulsion de faire partie d'une société et tout. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant dans le revenu de base, dans le revenu minimum garanti, c'est ça, c'est faire confiance aux gens, leur donner les moyens de ne pas être pauvre, parce que aussi simple que ça puisse paraître, être pauvre, c'est pas avoir assez d'argent, puis donner de l'argent aux gens font qu'ils sont plus pauvres. Fait que, tu sais, il y a ces affaires simples-là qui m'intéressent énormément. Mais en même temps, il reste que le revenu de base, le revenu minimum garanti, c'est un enjeu qui est extrêmement complexe avec énormément de paramètres. On nous a fait un petit graphique mental de les quatre coins
du revenu de base, mais justement, il y a des personnes extrêmement riches qui se disent le revenu de base, c'est le meilleur moyen de faire qu'on n'a plus besoin de syndicalisation, de normes du travail. On vous donne un peu d'argent, puis après ça, nous, on fait bien ce qu'on veut avec nos conditions de travail. On retire les services de santé gratuits, l'éducation. Les gens vont payer. On donne assez d'argent pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Puis après ça, bien, ils achèteront leurs services de la façon qu'ils veulent. Et de l'autre côté, il y a des visions beaucoup plus utopiques. Mais comment on va le payer, à qui on le donne, comment ça va être géré. Tout ça, c'est des défis intéressants et complexes qui fait que prendre position d'un bord ou de l'autre, c'est compliqué. Surtout que, pour revenir encore à Jeff Bezos et ses amis, et de tout le panorama de revenu de base qui existe, dire revenu de base, ça veut dire rien. Il faut qu'on regarde de quoi on parle, il faut qu'on en discute, mais on va entendre plein de politiciens et de groupes d'intérêt qui vont utiliser ça, mais on ne sait pas exactement où ils veulent en venir. Des fois, c'est juste pour avoir du capital de sympathie puis du capital progressiste. Donc, il faut être très attentif à ça et toujours garder un œil sur cette tension entre l'individualisme. C'est très bien d'aider les personnes individuelles, mais il faut se rappeler qu'ils ont des conditions particulières, et la solidarité, s'assurer que, justement, ces conditions particulières-là, on est capable de les prendre en compte. Donc, donner de l'argent de façon égale à tout le monde, fantastique, mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui vivent avec des handicaps? Qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui vivent avec des défis particuliers? Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes âgées? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même continuer à avoir cette préoccupation-là. Donc, c'est un intérêt, c'est pas une défense, c'est un intérêt profond pour la justice sociale qui m'amène à parler de revenus de base et de revenus minimum garanti. OK. Merci. Et moi, en fait, je vais dire un peu la même chose qu'Evelyne. Je dirais que c'est plus un intérêt que défendre en soi l'idée. Si on peut reprendre la phrase de Olli Kangas, qui était directeur de la sécurité sociale en Finlande, qui a mené l'expérimentation du revenu de base, disait « Parler du revenu de base, c'est parler d'un félin sans qu'on sache si on parle d'un chat ou d'un tigre ». Donc, je trouve que ça illustre bien finalement en fait, le panorama et la diversité des propositions qu'il y a à l'intérieur de ce débat. Et donc, d'où l'importance finalement d'avoir un débat démocratique sur cette question réellement, que cette idée ne soit pas instrumentée par certains partis, etc. Donc, il faut clarifier finalement ce qu'on entend par revenu de base et donc forcer peut-être les personnes qui proposent ce type de politique publique à définir clairement ce qu'ils entendent par là. Parce que souvent, il y a toujours un petit astérix, comme on l'a dit, inconditionnalité, mais si finalement il y a des conditions. Puis le montant, bon, finalement, il n'est pas si élevé que ça. Et puis, bref. Et puis finalement, ce n'est pas si individuel que ça. Et puis voilà. Donc, c'est ça. Je dirais que moi, je suis arrivée à la question du revenu de base en partie parce que je m'intéressais aussi aux politiques sociales, mais plutôt liées à la question du marché du travail, à phénomène de précarisation des travailleurs, travailleuses, ubérisation, etc. Je me dis, peut-être ça peut être une idée intéressante. Bon, finalement, en creusant, j'ai vu que ça peut être aussi un cheval de Troie, donc il faut faire attention. Deuxième chose, je suis arrivée aussi au revenu de base via donc, la décroissance, un peu dans une perspective de transition vers, si on imagine une autre forme de société, cela peut être intéressant dans le sens où le revenu de base pourrait nous permettre de récupérer du temps pour justement se faire, pour libérer finalement des espaces qu'on pourrait qualifier d'autoproduction, c'est-à-dire se faire à manger convenablement, aider son voisin, produire soi-même, etc. En tout cas, des espaces, des brèches d'autonomie comme ça qui pourraient être intéressantes dans une perspective même de soutenabilité, puis de réapprentissage de certains savoir-faire qu'on a un peu perdus avec le salariat. Donc voilà pourquoi je trouve l'idée intéressante, mais je suis d'accord avec le fait qu'il faut absolument faire attention à cette idée aussi. Et aussi, je rebondirais sur effectivement cette tension entre revenus et services publics. Selon moi, il ne faut surtout pas que le revenu de base vienne détruire des services publics. Les services publics doivent accompagner finalement cette politique sociale-là. Elles doivent aller de pair, disons. C'est très important. Mm-hmm. Bon, fait que j'ai bien fait dans mon introduction de dire que la lutte à la pauvreté ne se limitait pas au revenu de base. Fait que justement, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, c'est quoi les paramètres essentiels
qu'il faut qu'il soit là pour que le revenu de base soit porteur de justice sociale et pas l'inverse. C'est que, dans le fond, que ça aide à éliminer vraiment la pauvreté. Selon vous, qu'est-ce que ça prend? Ben, d'une part, c'est sûr qu'un un des critères, un des premiers critères dont on entend parler, c'est la hauteur, c'est le montant qui va être donné. Je donnais des chiffres tantôt pour les programmes de soutien de revenus relativement universels qu'on a au Québec et au Canada. Bien, pour les mettre en perspective, la mesure du panier de consommation, donc la mesure, c'est pas une mesure de pauvreté, c'est une mesure de couverture de besoins. C'est combien est-ce qu'on a besoin pour être en mesure de couvrir le strict minimum, mais vraiment le strict minimum des besoins des gens, et calculé sur la base, il y a eu un changement de base, là, je vous épargne les détails, là, mais calculé à 20 000 $ pour une personne seule à Montréal. Donc, pour qu'une personne seule à Montréal soit en mesure de couvrir ses besoins, mais sans aller manger au restaurant, sans manger du crabe parce que c'est la saison du crabe, sans aller au cinéma, mais vraiment le strict minimum, c'est 20 000 $. On peut comparer ça avec l'aide sociale qui est à 8 500 $ et qui n'est pas du tout ajustée en fonction des villes. On peut comparer ça à, bon, pour ce qui est la pension de la sécurité de la vieillesse, puis le supplément de revenu garanti qui est à 19 000, on voit que c'est déjà plus raccord, mais on voit qu'il y a quand même une bonne différence. Et à l'IRIS, on pense que si on est pour mettre en place des mesures de soutien aux revenus décents, ben, il faut s'assurer que les gens y aient assez d'argent pour répondre à leurs besoins, peu importe la situation dans laquelle ils sont. Fait que ça, c'est une des caractéristiques. Est-ce qu'on réussit vraiment à sortir les gens de la pauvreté ou on fait juste les maintenir dans la pauvreté avec le revenu? Après ça, ben, il faut que ça soit universel et sans condition. Maintenant, il faut voir parce que universel et sans condition, astérisque. Est-ce qu'on garde, étant donné qu'on a des programmes pour les plus vieux et pour les plus jeunes, est-ce qu'on dit entre 18 et 64 ans? Est-ce qu'on dit en bas d'un certain niveau de revenu? Donc, il y a des petits paramètres qu'il faut mettre, mais il ne faut pas que ce soit des conditions qui sont trop difficiles. Il ne faut pas qu'on ait besoin de prouver qu'on en a besoin. Notre système social, de sécurité sociale a commencé comme ça. Les premiers programmes pour les mères indigentes, mais il fallait prouver qu'on était des femmes pieuses qui avaient des enfants avec un homme avec qui on était mariés, peut-être qu'on était veuves, mais il fallait vraiment montrer qu'on était des bonnes personnes selon une grille de caractéristiques qui ne nous appartenaient pas. Ben, l'aide sociale est un peu héritier de ce style-là. Mais il faut enlever ce type de stigmatisation-là. Donc, il faut vraiment déstigmatiser les gens qui en ont droit. Il faut que les gens puissent faire ce qu'ils veulent avec l'argent, autonomie complète. Vous achetez un PlayStation ou vous achetez une épicerie, c'est votre affaire, c'est votre argent. Puis, bien sûr, ben, il faut que ça s'ajoute au service public, ça s'ajoute au programme de soutien particulier pour les réalités particulières. Ça, c'est très, très important. Maintenant, il va y avoir des modifications nécessairement. Quand on va donner, si on donnait de l'argent pour sortir tout le monde de la pauvreté, c'est sûr que les besoins d'éducation en service public, en santé vont changer, mais il faut s'assurer que l'accès et la qualité soient là et inconditionnels, peu importe le revenu de base qui est offert. Oui, bah, c'est exactement. Moi, je vais dans le sens d'Evelyne. Peut-être de manière plus symbolique, je dirais qu'il faut penser le revenu de base non pas en termes de pouvoir d'achat, donc distribution d'argent, mais plutôt en termes d'accès aux moyens d'existence. Donc, finalement, accès aux moyens d'existence. Et donc, du coup, dans ce package-là, eh ben, on inclut des services publics adéquats, un montant d'argent pour avoir une certaine liberté, une autonomie par rapport à ce qu'on souhaite acheter. Mais ce n'est pas seulement une politique de relance qu'on pourrait qualifier de relance de la demande où on veut finalement relancer l'économie à travers ça, etc. Parce que là, il y a un autre enjeu qui est celui de l'écologie. Donc, c'est vraiment à travers cette politique publique, c'est ça qui doit être défendu. C'est cet accès à un logement convenable, à une liberté finalement qui est liée au fait d'avoir de l'argent convenable, etc. Et toutes ces variables-là devraient être discutées finalement collectivement, débattues dans l'espace public, finalement pour qu'on se fixe collectivement une certaine norme, ce que Gorz appelait une norme du suffisant, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous prend pour vivre. Alors, on peut avoir calculé cette norme du suffisant
de manière très quantitative, donc comme le fait la MPC, etc. Mais on pourrait aussi, via des enquêtes plus qualitatives, qu'est-ce que ça prend aux gens finalement pour se sentir à l'aise dans leur vie, etc. Donc c'est ça, cette norme du suffisant et plutôt mettre l'accent finalement quand on pense la politique publique sur l'accès aux moyens d'existence et non seulement la distribution d'un pouvoir d'achat. All right. Parfait. Et question pour Evelyne maintenant. Selon toi, qu'est-ce que ça changerait au quotidien, le revenu de base, notamment, est-ce que ça aurait un impact sur le coût de la vie et l'inflation? Je pense que des changements que ça aurait sur la vie au quotidien, je pense qu'Anne serait aussi capable d'en parler, c'est vraiment justement notre rapport au travail, notre rapport au temps. C'est là-dessus que les changements seraient les plus importants. Libérer l'espace mental de survie, comme je le mentionnais tantôt. Être pauvre, ça prend énormément de ressources de façon complètement paradoxale. Ça prend énormément de temps. Être pauvre, c'est un job à temps plein, puis en plus que tu trouves une job, c'est une autre affaire. Fait que bon, ça libère ça. Mais si on parle vraiment de la question de l'inflation, c'est une crainte qu'on a tout le temps de dire on va prendre de l'argent puis on va l'injecter dans l'économie, puis là, tout d'un coup, tout va coûter plus cher. Mais la première chose à dire, c'est les choses coûtent plus cher, pas nécessairement parce que les gens ont plus d'argent tout d'un coup pour le dépenser. On voit ce qui se passe, par exemple, avec la crise du logement. Oui, on peut faire un lien avec le fait que les taux d'intérêt sont bas, mais la crise du logement dépasse amplement l'argent qui est disponible à dépenser là-dedans. Mais aussi, quand on parle de revenus de base, à part dans certaines circonstances, on ne parle pas de créer de l'argent, du nouvel argent, on parle de redistribuer de l'argent qui existe déjà. Fait que déjà, on voit que ça minimise un peu la question de l'inflation. Et étant donné que c'est une crainte, les grandes craintes du revenu de base, c'est l'inflation et le fait que les gens vont arrêter de travailler. Ça, c'est les deux grandes craintes qu'on a. Donc, quand on fait des études ou quand on fait des projets pilotes sur le revenu de base, sur le revenu minimum garanti, c'est les deux grands paramètres qu'on regarde. Et si on parle juste de l'inflation, mais on se rend compte que ça a un effet marginal. Donc, je ne dis pas que ça n'a aucun effet, mais ça n'a pas un effet qui est dramatique, ça n'a pas un effet qui change vraiment notre rapport à l'argent puis notre rapport aux dépenses qu'on fait. Ça ne fait pas une inflation qui est incontrôlable ou qui perturbe l'équilibre économique. Une des raisons que ça pas une des raisons, mais une des affaires qu'il ne faut pas oublier quand on parle de cette redistribution-là, c'est qu'il existe des gens qui ont des revenus quand même très, très importants. Puis, rendu à un certain niveau de revenu, ces gens-là ne dépensent pas de l'argent dans leur communauté. Ils dépensent, ou bien ils mettent de l'argent de côté, ou bien ils font des dépenses importantes, mais à l'extérieur de leur localité. Alors que quand on donne l'argent aux personnes qui sont plus au bas de l'échelle ou la classe moyenne, fait que des plus précaires à la classe moyenne, je dirais, l'effet que ça a, c'est que ces gens-là prennent l'argent pour faire des dépenses qui sont je vais dire constructives, là, mais constructives dans l'économie. C'est-à-dire, je vais aller à l'épicerie acheter de la nourriture, je vais aller au commerce local acheter des vêtements, je vais dépenser dans ma communauté. Et l'effet que ça va avoir, c'est de créer de l'emploi parce que là, il va y avoir plus de demandes pour ces services-là, pour ces biens-là. Donc, il y a une espèce de roulement d'économie aussi qui fait que ça aide à avoir un équilibre et qui fait que l'inflation est contrôlée parce que ce n'est pas juste de l'argent qu'on injecte de nulle part, c'est créer des emplois, créer de la demande, créer autre chose. Donc, il y a un effet d'équilibre qui a lieu. Donc, les expériences qui ont été faites, les calculs qui ont été faits, l'effet sur l'inflation, elle est minimale. Puis, c'est un sujet qui est parallèle, mais c'est la même chose avec le salaire minimum. Chaque fois qu'on parle d'augmenter le salaire minimum de façon importante, on dit oh non, l'inflation. Mais les études nous montrent que l'augmenter le salaire minimum demain matin à 15 $, 18 $ de l'heure, ça n'aurait pas un effet perturbant dans l'économie, sauf pour améliorer les conditions de vie des personnes qui y gagnent. OK. Parfait. Puis encore pour Evelyne, justement, par quel moyen est-ce qu'on pourrait financer un tel programme? Où est-ce qu'on pourrait trouver cet argent-là? Tu parles de redistribuer l'argent qui est déjà là. C'est toute une question, ça dépend toujours de quel est le programme qu'on met en place, combien d'argent on va aller chercher. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui sont plus théoriques sur, mais si on faisait un
un programme où on donnait 10 000 à l'ensemble des Canadiens, par exemple, combien ça coûterait, qui on aiderait à sortir de la pauvreté? Est-ce qu'on vise plutôt à aider les gens à sortir de la pauvreté qui sont déjà dans des situations de précarité? Donc, tout dépend, bien sûr, du niveau qu'on veut donner puis de notre marge de manœuvre. Il existe plusieurs manières de le financer. D'une part, c'est sûr qu'il y a des économies d'échelle. Par exemple, le fait que plutôt que d'avoir un programme comme l'aide sociale où il faut s'assurer que les gens sont en train de faire ce qu'il faut qu'ils fassent, qu'ils répondent aux bonnes causes, d'avoir des fonctionnaires qui viennent vérifier tout ça, on enlève tout ça, on prend tout cet argent-là, on le remet dans le revenu minimum garanti. Donc, il y a ces économies-là qui peuvent avoir lieu. Ensuite, puis la simplification administrative et tout. Ensuite, il ne faut pas non plus négliger le fait qu'être pauvre, ça coûte cher. Ça coûte cher individuellement, mais ça coûte cher collectivement aussi. Si on prend les personnes qui sont plus précaires, qui vivent dans des quartiers qui sont plus pauvres, ils ont une espérance de vie plus faible, ils ont des problèmes de santé plus importants. L'éducation aussi, les programmes d'éducation coûtent plus cher pour aider les personnes qui sont dans la précarité et tout. Donc, les services publics en général coûtent plus cher. Puis, il y a cet exemple célèbre qui a eu lieu au Canada dans les années 70 à Dauphin, au Manitoba. C'est une histoire abracadabrante. On a mis en place un programme de revenu minimum garanti pendant à peu près 4 ans, si mon souvenir est bon. Puis après ça, quand est arrivé le temps d'analyser les données, il y a eu un changement de gouvernement. Fait qu'ils ont pris les dossiers, ils les ont mis dans les archives, puis ils n'ont jamais ouvert les boîtes jusqu'en 2008. Et en 2008, quand c'est une économiste manitobaine, Evelyne Forget, quand elle a ouvert les documents et qu'elle a commencé à faire des analyses pour essayer de voir comment ça a été, une des choses qu'elle a trouvées, c'est que les dépenses, les fréquentations à l'hôpital étaient diminuées de 8,5 %. Ça peut paraître banal, mais 8,5 %, c'est quand même important quand on connaît le budget important de la santé puis les coûts de la santé. Donc, le fait d'avoir une diminution importante de personnes qui étaient malades, diminution des accidents de travail, diminution des cas de violence conjugale. Donc, tout ça, c'est pas juste des améliorations de la vie, parce que tout le monde est content d'être en santé, mais ça coûte aussi moins cher collectivement. Ça coûte moins cher aussi quand il y a moins de violences faites aux femmes. Ça coûte moins cher quand... tout ça, il y a des économies qu'on peut aller chercher là aussi. On a les économies d'échelle et administratives, les économies dans les frais de la santé, les coûts de la santé. Puis après ça, il existe de l'argent dans la société qu'on est capable d'aller chercher. Il y a des inégalités très, très importantes au sein de la société québécoise. Des gens qui gagnent beaucoup, d'autres qui gagnent beaucoup moins. Des entreprises qui font énormément d'argent et qui l'envoient à l'étranger d'argent auquel on n'a pas accès. Donc, aller chercher l'argent dans les paradis fiscaux, changer les barèmes d'impôts, les paliers d'imposition pour les plus riches, essayer d'équilibrer un peu ça, faire contribuer les entreprises privées. Je pense que ça, c'est très important quand on parle de revenus minimum garanti ou même des inégalités. On pense souvent à l'État, mais dans les années 70, le marché du travail avait un effet d'équilibre. Et là, après ça, à partir des années 80, avec le néolibéralisme, on s'est retrouvé à envoyer beaucoup, beaucoup d'argent au sommet et très peu d'argent pour les personnes qui étaient au bas de l'échelle. Et les entreprises privées se sont juste lavé les mains de leur travail, de travailler aux inégalités. Il faut ramener leur contribution dans la société, ça c'est clair. Impôt sur le patrimoine. Donc, il existe plusieurs façons d'aller chercher plus d'argent dans la société, mais il faut s'entendre aussi qu'est-ce qu'on veut comme revenu minimum garanti, mettre un budget, puis après ça, aller voir quelles sont les sources d'argent qu'on peut aller chercher. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas infini d'argent, il n'y a pas d'argent. Puis, une autre façon de le faire aussi, je disais que créer de l'argent de nulle part, on ne faisait pas ça nécessairement, mais en même temps, le Canada, si le Québec était un pays indépendant, on pourrait avoir notre monnaie à nous et on pourrait se dire que collectivement, on a envie d'injecter de l'argent et d'injecter de l'argent dans une perspective de faire justement fructifier cet argent-là en la faisant rouler. Donc, pas investir dans des personnes qui vont le mettre dans des paradis fiscaux, mais investir auprès des gens qui vont dépenser de façon locale, mais toujours en ayant une pensée, comme disait Ambre, on ne peut pas consommer de façon infinie sans avoir de réflexion là-dessus, mais il y aurait cette possibilité-là d'aller chercher des ressources aussi. OK, merci. Je vais skipper un peu dans mon programme. Une question pour Ambre.
est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment le revenu de base peut s'inscrire dans une sortie du système capitaliste puis aller dans une transition vers la décroissance? Ah, ton micro, Ambre. Ouais, excusez-moi. C'est une grosse question, là encore, et on est, disons, dans la prospective. Donc, ça fait quand même 200 ans que des gens cherchent à sortir du système capitaliste, mais on n'y arrive toujours pas. Donc, il faut quand même rester humble pour répondre à cette question. Mais en quoi ça pourrait être intéressant quand même politique de transition, et j'insiste sur le mot transition, puisque l'objectif, hein, c'est quand même qu'à terme, ce revenu de base, on n'en ait plus besoin. On pourrait imaginer ça, hein, que les communautés soient assez autonomes finalement pour qu'on ne soit plus dépendant de ce revenu de base-là. En quoi ça pourrait permettre de sortir du système capitaliste? C'est que le système capitaliste, il repose sur, donc je l'ai dit, une institution fondamentale qui est le marché du travail et en fait le salariat, si on veut. Alors aujourd'hui, le salariat paraît être quelque chose de... les salariés paraissent maintenant des privilégiés parce que quand on voit ce qui se passe avec tout ce qu'on appelle le cheap labor et l'économie de plateforme, la précarisation du travail, où de plus en plus de travailleurs n'ont pas accès au système de sécurité sociale, on se dit, ah bah finalement, le salarié est quelqu'un de privilégié. Mais le salariat, c'est avant tout un rapport d'exploitation. Et ça, il faut pas l'oublier. D'ailleurs, les personnes qui travaillent dans l'économie de plateforme, par exemple, en fait, sont des salariés. Mais finalement, c'est pas du travail autonome. Elles sont autonomes en rien, hein. Leurs conditions, leurs heures de travail sont imposées par la machine, etc. Donc, ce sont des salariés qui n'ont pas accès à de la sécurité sociale. Donc, c'est ça, en fait, c'est un peu tenter de détruire finalement ce marché du travail, le fait qu'on soit tous et toutes obligés de vendre notre force de travail sur un marché, et finalement, en fait, permettre aux personnes qui produisent, parce qu'on est tous des producteurs, en fait, de choisir là où ils veulent s'investir dans la société. Donc, c'est un peu le pari que finalement, les gens vont choisir, c'est un pari, on n'est pas sûr de ça, mais vont choisir de s'investir. Et là, ça prendra sûrement des services publics, des accompagnements, une communauté de pratiques, etc. Mais de s'investir dans des activités qui seraient, disons, qui répondent plus à leurs besoins, qui seraient plus proches de ce dont elles ont besoin pour vivre, qui seraient plus connectées, qui font plus de sens pour elles, disons, hein, que celles qui consistent à juste accumuler du capital pour quelqu'un d'autre. Finalement, un salarié, c'est ce qu'il fait. Il produit pour que quelqu'un d'autre puisse accumuler du capital. Donc, ça, c'est le pari. Est-ce que ça va fonctionner? C'est ça, on le verra, mais disons que je pense que d'une manière plutôt idéologique, si on reste seulement sur les principes même l'idée même de revenu de base, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle remet en question finalement un certain principe méritocratique qui dit que finalement, si tu ne réussis pas dans cette société, tu es un loser, donc tu es exclu de la société. Le revenu de base va dire, bah non, finalement, on reconnaît collectivement que il y a une diversité d'activités qui actuellement dans le capitalisme sont invisibilisées, mais qui sont pourtant essentielles à la société. Et finalement, même l'idée même de revenu de base vient visibiliser d'une certaine manière ces activités-là. Alors, moi, c'est en ce sens que je pense qu'il pourrait permettre, en tout cas, c'est une brèche pour cette sortie du capitalisme. On peut reprendre les travaux de Silvia Federici là-dessus, hein, qui, elle, parle du salaire au travail ménager comme étant un peu par là, la revendication phare pour laquelle, en fait, finalement, on va pouvoir finalement détruire ce système capitaliste. Parce que finalement, si le capital avait à payer toutes ces activités de reproduction de la force de travail, toutes les activités ménagères, du soin aux enfants, du care, de l'amour, etc., il ne pourrait pas, et donc on passerait à un autre système. Donc, je dirais que même si l'idée n'est pas appliquée demain,
le fait même d'en parler, le fait même qu'elle permette de visibiliser toutes ces tâches-là, c'est quelque chose de déjà d'emblée assez révolutionnaire. Donc voilà. Super. Puis le fait qu'on ait 27 participants de plusieurs régions, ça montre que l'intérêt est clairement là pour en discuter, en tout cas. Evelyne, tu as mentionné tantôt l'argument comme quoi le revenu de base encouragerait les gens à ne pas travailler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que les études répondent à ça? Bien, il y a plusieurs expériences, projets pilotes qui ont été faits à travers le monde. Puis, je pourrais aussi avoir une longue réponse sur les projets pilotes. J'espère pouvoir en parler plus tard parce que j'en ai des choses à dire. Mais sur l'effet au travail, je pense qu'on peut regarder ça de deux façons différentes. C'est-à-dire que les projets pilotes, je les séparais en deux grandes catégories. La catégorie pour les pays défavorisés et la catégorie pour les pays plus favorisés qui visent des communautés particulières. Parce que, bien entendu, si on parle d'un projet pilote qui se passe en Namibie, dans un petit village, puis qu'on fait une comparaison avec ce qui se passe, par exemple, en Finlande, les structures sont tellement différentes que je pense que c'est important quand même d'en parler de façon un peu séparée. Fait que, si on regarde ce qui s'est passé, parce qu'il y a plusieurs projets pilotes ou de projets qui durent aussi dans les pays, notamment en Afrique, et c'était une question, est-ce que ces gens-là vont en profiter pour pas travailler, acheter de l'alcool, du tabac, faire la fête et ne rien faire? Et dans ces pays-là où on remettait des sommes qui sont relativement minimes sur nos standards, mais qui sont très élevés sur les leurs, par exemple de 100 $ par mois, ça avait un effet qui était quand même assez important. Puis les gens utilisaient cet argent-là pour faire des dépenses qui étaient productives. Donc, pas pour s'acheter de l'alcool et du tabac, mais pour s'acheter des poules, pour refaire leur toiture, des choses qui sont essentielles à leur vie, mais aussi prendre cet argent-là pour pouvoir investir dans le but de sortir de la pauvreté. Par exemple, une personne qui n'a pas accès à un revenu qui est stable va rester dans son petit village, ne sera pas en mesure de se trouver un emploi. Une personne à qui on garantit un certain revenu de base régulier et récurrent peut prendre une partie de ce revenu de base-là pour s'acheter un billet pour aller en ville, payer un imprimeur pour faire des photocopies, et mettre des annonces d'emploi et finalement se trouver des emplois de cette manière-là ou acheter des plus grandes quantités de légumes, par exemple, les ramener à leur village et le vendre. Donc, ce qu'on a vu, c'est au contraire d'encourager la paresse, l'alcoolisme et tout, c'était d'encourager les gens à prendre contrôle de leur vie. Il y a une augmentation de la fréquentation scolaire, diminution de la violence conjugale. Je pense que ça, c'est important de le rappeler. Quand on est moins précaire, puis c'est absolument pas le seul marqueur de la violence conjugale, mais quand on est moins précaire, c'est plus facile, d'une part, d'avoir l'espace mental pour gérer le conflit, mais aussi d'avoir l'autonomie de sortir d'une situation qui est difficile. Et aussi, c'est ça, ces dépenses qui sont productives. Donc, dans les pays en voie de développement, il y a ces études-là qui sont faites. Et dans les pays plus développés, au Manitoba, c'est ça qu'on a vu aussi, c'est que les gens qui recevaient cet argent-là n'ont pas du tout diminué leur temps de travail, au contraire. Et les deux seules catégories de personnes qui ont légèrement diminué leur temps de travail, c'est les étudiants qui, plutôt que d'aller travailler, restaient aux études. Donc, on a vu que les élèves de secondaire 4, secondaire 5 décrochaient beaucoup moins. Et même, on a vu dans la deuxième année du programme au Manitoba, un raccrochage important, ce qui fait qu'il y avait plus d'étudiants inscrits, beaucoup plus d'étudiants inscrits en secondaire 5 que d'étudiants qui ont fini leur année de secondaire 4. Donc, il y avait un raccrochage, donc une poursuite des études, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et l'autre catégorie de personnes qui ont diminué leur temps de travail, c'était les mères de jeunes enfants. On se rappelle qu'on est dans les années 70, le congé de maternité n'était pas quelque chose qui était très soutenu et général. Alors là, les mères de jeunes enfants prenaient du temps pour rester avec leurs jeunes enfants dans les premiers mois de vie. Donc, c'est une diminution du temps de travail, mais une diminution de temps de travail qu'on pourrait trouver absolument justifiable collectivement. Ça, c'est au Manitoba, mais ce qu'on a vu aussi dans d'autres exemples de d'autres pays, d'autres projets pilotes, ça reste globalement la même chose.
une diminution faible dans certaines catégories, une augmentation dans d'autres, mais surtout cet espace-là pour dire, bien, finalement, qu'est-ce que je veux faire? Prendre le temps de retourner aux études, prendre le temps de faire un plan d'affaires, par exemple, pour partir sa propre entreprise, prendre le temps de créer des choses. Donc, le travail se fait. Et aussi, ben, être pauvre, ça demande du temps. Trouver un emploi, ça demande aussi du temps et des ressources. Donc, on donne à ces gens-là le temps et les ressources pour pouvoir se trouver un emploi. Donc, il n'y a pas d'effet négatif sur l'emploi des revenus minimum garantis tels qu'ils ont été expérimentés dans la vraie vie. Okay. Et une autre, si je peux ajouter, une autre... moi, j'avais vu passer un sondage, une autre idée intéressante. Enfin, il y a eu un sondage qui a été fait à côté des expérimentations, mais on demandait aux gens, mais pensez-vous que les personnes vont arrêter de travailler si elles reçoivent un revenu de base? Si on pose la question comme ça, les personnes vont dire, la réponse est oui, elles vont arrêter de travailler. Tout le monde va arrêter de travailler, là, ça va être la catastrophe, etc. Par contre, si on change la question et qu'on demande aux gens, arrêteriez-vous de travailler si vous receviez un revenu de base? En fait, en général, les gens, si on parle d'eux, répondent non, je n'arrêterai pas de travailler. Je continuerai à travailler ou je me trouverai d'autres formes d'activités intéressantes. Donc, c'est assez intéressant de noter ça parce que finalement, ça dépend comment on pose la question. Et on a l'impression que tout le monde va arrêter de travailler, sauf nous, finalement. Donc, c'est bien la preuve que le travail ou l'activité, c'est un peu l'essence de l'être humain. Enfin, on est quand même, voilà, on est des êtres actifs par nature. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de réfléchir à pourquoi on pose cette question. À chaque fois qu'on parle de revenu de base, c'est toujours la question qui vient. Mais les gens vont arrêter de travailler. Il faudrait réfléchir à pourquoi on se pose cette question. Pourquoi cette question, elle nous inquiète autant? Et c'est peut-être parce que aussi les activités actuellement qui sont, et de la manière dont on organise notre société, nos activités sont très, très aliénantes. Et si je prends l'exemple, par exemple, de l'agriculture industrielle, c'est très, très, très éreintant. On est obligé de faire venir des immigrants parce que personne ne veut occuper ces emplois-là. C'est très éreintant de planter des patates sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres sur un énorme territoire, le même légume parce qu'on est dans la monoculture. C'est beaucoup plus éreintant de faire ça que finalement d'avoir une petite ferme et d'avoir une diversité d'activités sur cette petite ferme et en même temps, c'est plus écologique. Donc, pour le même type d'activité, finalement, notre travail, la manière dont on produit aujourd'hui est vraiment très, très aliénante. Et c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on se questionne collectivement. Pourquoi les gens, finalement, n'ont pas envie d'aller travailler? Pourquoi c'est si éreintant d'aller travailler? Il y a ça, mais aussi, je trouve que ça dit beaucoup, ce sondage-là, sur comment on perçoit les autres. Parce que c'est éreintant de travailler. Même si mon travail est devant un ordinateur à la journée longue, c'est éreintant de travailler. Mais justement, vous me donneriez de l'argent pour ne rien faire et je continuerai à travailler, même si c'est éreintant. Mais quand je pose un regard sur les autres, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi, c'est des gens qui, à la première occasion, vont laisser tomber leur travail. J'ai l'impression que les personnes qui sont dans un travail plus aliénant que moi le font seulement pour l'argent, alors que c'est complètement basé sur des préjugés. C'est le système capitaliste qui nous amène à penser ça, que le travail, c'est notre valeur. Et si son travail a peu de valeur, par exemple, je pense à des éboueurs, on ne conçoit pas la valeur, et Dieu sait que ces gens-là, ils ont beaucoup de valeur. On ne conçoit pas la valeur de travail qu'on trouve aliénant. Et on se dit, ben, si on leur donne l'argent, ben, ils vont sortir de ce travail-là aliénant-là, alors que c'est pas comme ça que l'être humain fonctionne. Et voilà. Puis, honnêtement, si on donnait beaucoup d'argent pour diminuer le temps de travail, je suis sûre que plein de personnes diminueraient leur temps de travail. Je pense, par exemple, aux personnes qui travaillent dans le réseau de la santé, aux personnes qui travaillent dans le communautaire. C'est un travail qui est énormément exigeant et demandant. Et si on avait plus de ressources pour pouvoir mieux partager le travail, puis qu'on serait capable de prendre du temps pour soi, on le prendrait. Mais c'est pas la même chose qu'arrêter de travailler et devenir des pachas parce qu'on se fait donner un revenu de base. Super. Peut-être une dernière question de ma part avant d'aller vers le public. Evelyne, tu as mentionné qu'il y avait différents essais à travers le monde, puis que tu aurais peut-être des choses intéressantes à nous dire sur les conclusions de ces essais-là.
Ben voilà, je vais commencer avec justement, je vous ai parlé un peu du Manitoba, de ce qui s'est passé à Dauphin. Donc, dans les années 70, le Manitoba avait un gouvernement du NPD et le parti au pouvoir fédéral était libéral et décide de mettre en place un projet pilote qui fonctionne très bien, un projet pilote bien financé avec des économistes, des sociologues, plein de personnes qui sont là pour pouvoir étudier les données. Changement de gouvernement, on tire la plug, on prend les dossiers, on les regarde même pas, on les met dans des boîtes, ils s'en vont dans un container pendant 30 ans. Et c'est seulement 30 ans plus tard qu'on découvre les données de ça. Si on regarde ce qui se passe en Ontario, à peu près la même chose. On a un gouvernement libéral, je pense, qui est au pouvoir, met en place un projet pilote. Ça se passe assez bien. On découvre des choses intéressantes. Changement de gouvernement. Doug Ford est élu. Tout d'un coup, on dit, est-ce qu'on a vraiment l'argent pour mettre là-dedans? Et c'est comme ça en Finlande. Même chose. On décide de mettre un projet pilote. On fait des paramètres. On essaye d'avoir des cohortes qu'on peut vérifier, regarder. Tout se passe assez bien, changement de gouvernement, on tire la plug et on passe à autre chose. Donc, d'une part, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande diversité de projets pilotes. C'est un autre projet pilote que je trouve fascinant. Aux États-Unis, un peu en même temps que ce qui se passait au Manitoba, on met en place, c'est encore un président démocrate qui est en place, on met en place des projets pilotes de revenu minimum garanti. Richard Nixon est élu et de façon assez intéressante, Richard Nixon ne tire pas la plug immédiatement, mais c'est difficile de passer à travers le Congrès et le Sénat pour faire adopter des projets pour pouvoir arriver. Et là, on découvre que dans un des projets pilotes, il n'y a pas vraiment de définition de temps de travail, ça se passe bien sur tous ces éléments-là. Mais une statistique vient à l'œil du public, c'est qu'il y a une augmentation de 50% des divorces. Et c'est pour cette raison-là qu'on tire la plug. Donc, ce n'est pas pour des raisons économiques, c'est pour des raisons sociales. Aux États-Unis, où la religion est quand même assez importante et la famille, elle est sacrée, le fait qu'il y ait 50% de plus de divorces, et ça fait qu'on n'est pas capable d'aller plus loin. Alors, de l'extérieur, on entend ça, puis on se dit plus d'autonomie pour les femmes, relations toxiques, on peut s'en sortir, fantastique. Je suis d'accord avec toutes les personnes qui pensent ça, je suis d'accord. Sauf que quelques années plus tard, on a revu les données et on s'est rendu compte que c'était une erreur. C'est une erreur de retranscription et que les changements dans les divorces étaient marginaux. Fait que finalement, on a tiré la plug pour une raison qui est absurde et en plus qui était non fondée. Donc, ce que je veux dire, bon, c'est ça. Il y a plein de projets pilotes. On voit que c'est quelque chose de récurrent qui revient. On a eu des projets pilotes dans les années 70, dans les années 80, dans les années 2000, dans les années 2020, on en a vu beaucoup. Ce qui s'est passé, par exemple, en 2020, on a eu une pandémie mondiale qui a affecté tout le monde. Donc, tout est un petit peu débalancé. Mais même avant ça, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements ne sont pas pérennes et qu'un vrai projet pilote doit prendre plusieurs années. Il doit prendre plus qu'un mandat. Et il faut trouver une façon de plus constructive de faire ça que de transformer ça en projet politique. C'est un projet social, c'est un projet collectif. Même si les projets pilotes nous donnent des petites informations où on voit, finalement, l'inflation n'a pas vraiment augmenté, il n'y a pas vraiment eu d'effet sur le travail négatif, l'effet sur la santé a l'air d'être intéressant, on n'est jamais capable de vraiment tirer des enseignements de ces projets pilotes-là parce que les projets pilotes, particulièrement dans les pays développés, ne durent pas assez longtemps et n'ont pas, s'ils durent assez longtemps, n'ont pas les ressources ensuite pour faire l'analyse constructive des données. Il y aurait des façons de changer ça. Par exemple, essayer de créer un institut ou créer une infrastructure parallèle au gouvernement et de s'assurer que le financement est maintenu. C'est vraiment pas évident considérant la polarisation politique dans laquelle on est présentement. Mais j'avais envie de déplorer collectivement l'échec des projets pilotes, non pas parce qu'ils ne fonctionnent pas, mais parce que la volonté politique ne se maintient pas. Mmh. Et je voulais ajouter aussi pour les projets pilotes, si on en pense pour le futur, ce qui serait intéressant, c'est comme ça a été le cas à Dauphin, de le faire ça sur un petit territoire et qu'il y ait ce qu'on appelle un échantillon de saturation, c'est-à-dire qu'on distribue vraiment de l'argent à toute la communauté politique pour regarder. Parce que souvent, dans les expérimentations, l'échantillon, c'est on distribue, les gens sont aux quatre coins du pays, ils n'ont pas forcément de lien entre eux. Alors, ce qui serait intéressant de regarder, c'est quels sont les liens et les projets qui se créent à partir de ce versement de ce revenu-là. Donc, au sein d'une petite collectivité, par exemple, ça pourrait être réfléchi en ce sens.
Je pense qu'en Ontario, il y a eu certaines villes, au Manitoba, il y a, bon, c'était... Mais souvent, en Europe, par exemple, c'est souvent des échantillons dispersés, donc on ne peut pas observer quels sont les liens des personnes entre elles. Super. Maintenant, je donnerai la parole au public. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main ou à noter vos questions dans le chat. Sinon, moi, j'ai encore une couple de questions que je peux poser, mais je vous invite à poser vos questions. Valérie du MEPAC. Je peux peut-être briser la glace. Ouais, on parlait un peu de Bezos, c'est la droite qui propose un revenu de base. Je me demandais, dans les théoriciens probablement plus de gauche, est-ce qu'il y en a qui ont pensé à un revenu maximum? Là, on parle de revenu de base, mais de justement plafonner dans l'autre sens. Un peu dans l'idée aussi que c'est de la redistribution de la richesse. Dans le fond, on peut voir... je sais qu'on est un peu dans l'utopie, là, mais... Bien, pas nécessairement complètement. Donc, revenu maximum, ça c'est une chose, puis je pense que je ne me sens pas assez compétente pour en parler, mais on parle beaucoup de ratio au sein d'une entreprise ou au sein d'une collectivité. De se dire, OK, on y va avec, on peut y aller avec quelque chose de très élevé ou de très faible, mais de 1 pour 10. Alors, on pourrait dire le revenu moyen d'une collectivité est de 50 000 $. Donc, le revenu maximal qui va être accepté dans cette collectivité-là, ça va être de 500 000 $. Après la Deuxième Guerre mondiale, les taux d'imposition maximale étaient autour de 98 %. Donc, c'est une forme de revenu maximal qui était perçue et c'était relativement accepté, c'était l'effort de guerre. Et comme je disais tantôt, le marché du travail faisait une certaine forme de redistribution. Donc, il n'y avait pas cette idée-là de vraiment y aller vers le maximum tout le temps, surtout en période de guerre, il faut mettre collectivement l'épaule à la roue. Mais après ça, tranquillement, on a diminué ce maximum-là jusqu'à arriver à aujourd'hui où, quand on parle d'un taux d'imposition de 50 % ou plus, on a l'impression qu'on est en train d'égorger les riches. Donc, ça c'est plus pour les collectivités, mais dans certaines entreprises, puis je sais qu'aux États-Unis, il y a un millionnaire qui a regardé un peu la question de quel est le revenu idéal pour être heureux. Et bon, après un certain niveau, je pense on est rendu à 107 000 $. Donc, jusqu'à temps que, chaque dollar que vous gagnez jusqu'à 107 000 $ va augmenter votre bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide énormément à répondre à ses besoins. Mais au-delà de 107 000 $ par année, là, si on a 300 000 $, si on a 7 millions de dollars, si on a 15 milliards de dollars, voulez-vous bien me dire qu'est-ce que ça change concrètement dans votre vie? Absolument rien. Ça fait qu'on a une certaine pression à l'accumulation, ça fait qu'on a une pression au prestige, ça fait que ça change notre rapport au monde. Donc, en bas de 107 000 $, il y a de la croissance, puis en haut, il n'y en a pas. Fait que là, lui, s'est dit, je vais essayer de réfléchir à ça et de mettre un ratio maximal dans mon entreprise. Et au contraire de voir ses profits diminuer, il y a eu une augmentation de la productivité, il y a eu une augmentation de la loyauté des employés et ça a été efficace. Donc, ça, c'est un exemple. Là, je vous dis ça, je ne donne pas de nom, je ne donne pas l'entreprise, je ne m'en rappelle pas. Mais il existe des entreprises comme ça qui vont mettre en place des ratios et c'est aussi une idée qu'on entend régulièrement de la part de politiciens de dire on pourrait avoir des ratios à l'intérieur d'une entreprise ou à l'intérieur d'une collectivité. Puis, si vous voulez avoir une idée de ratio épouvantable, le ratio entre les employés moyens de Couche-Tard et le PDG de Couche-Tard, c'est 1 pour 387. Fait on a de la marge de manœuvre pour réduire ça. Mm-hmm. Et si je peux ajouter aussi un ouvrage intéressant de Wilkinson et Pickett qui s'appelle « L'égalité, c'est mieux ». Et puis, la caricature, c'est de dire qu'il vaut mieux être un pauvre Suédois, finalement. On est mieux en étant un pauvre Suédois qu'un riche Anglais. On vit mieux, notre espérance de vie, sur le plan de l'espérance de vie, ils ont plusieurs critères pour évaluer ça, mais on vivrait mieux dans une société plus égalitaire sur le plan de la santé, sur le plan de plein d'autres critères. Donc, je pense que c'est intéressant de mettre ça de l'avant aussi. Merci beaucoup, Valérie. En plus, c'était une de mes questions, le salaire maximum. C'est parfait.
Avez-vous d'autres questions? Il y en a une, Victoria, tu lèves la main? Veux-tu y aller? Ouais. Ouais. Allô, merci pour votre superbe prestation. Je ne sais pas trop comment la formuler. C'est plus une question au niveau de la représentativité, en fait, des personnes pauvres, principales bénéficiaires, finalement, de ce genre de revenus au niveau du débat en soi sur le revenu de base, qui est super vieux, comme Ambre l'a mentionné. Et puis, j'ai comme l'impression que souvent, c'est sûr qu'être pauvre, c'est une job à temps plein. Ça a été super bien expliqué par Marielle. Puis, souvent, j'observe que leur opinion est filtrée, en fait, par des organismes, par des experts ou par l'État, au mieux, là, mais encore. Donc, je me demandais, en fait, au niveau du revenu de base, est-ce qu'on a une place, en fait, un mécanisme d'aller chercher leur opinion, justement, sur leurs besoins à ces niveaux-là, ou si c'est vraiment un débat qui est encore au niveau qui les exclut finalement. Bon. C'est à mon avis une question à mon avis très essentielle. Ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai vu là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe au Québec en ce moment, c'est l'Arbre. Donc ça s'appelle Alliance Revenu de Base Région Est, où ils tentent. Alors là, c'est du coup, ils ont sur leur table plusieurs personnes, des experts, mais aussi des personnes qui sont dans des situations de précarité, pour tenter finalement, et ils tentent de se mobiliser pour mettre en place un projet pilote. Donc c'est Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Île-de-la-Madeleine. Effectivement, c'est à mon avis, les personnes sont là, hein. Je suis allée à plusieurs consultations publiques, les personnes en situation de précarité sont là, mais il y a des experts qui finalement ne les écoutent pas ou n'écoutent pas leur situation. C'est pour ça que je pense qu'en général, on est beaucoup dans des études très quantitatives et on fait très peu de qualitatif aussi. Donc, il faudrait mettre l'accent aussi sur ces études plus qualitatives là. Mais c'est sûr qu'il faut tout revoir, notre débat démocratique. Moi, je parle au nom d'une situation que je ne connais pas. Donc, voilà. Moi aussi, je parle d'une situation que je ne connais pas et je pense que ça reproduit le préjugé qu'on a sur les personnes qui sont en précarité, qui sont des personnes qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas la capacité de réfléchir par elles-mêmes. Mais en même temps, il existe des initiatives, on essaye de les inclure. Maintenant, bien entendu, il existe autant de situations de précarité que de personnes qui sont dans la précarité. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir une certaine médiatisation à travers des groupes ou à travers, de pouvoir rassembler ces gens-là pour pouvoir avoir une idée un peu plus de qu'est-ce que c'est. Je sais que c'est le centre, non, c'est le... Il y a eu le Centre d'études de pauvreté et d'exclusion qui inclut des personnes qui vivent dans la pauvreté. Puis pour avoir assisté à des réunions, au contraire de ce que Ambre dit, les personnes qui étaient en situation de pauvreté étaient écoutées. Et en tout cas, bon, je ne dis pas que c'est comme ça dans chacune des réunions, mais là où est-ce que j'étais, je trouvais qu'il y avait une vraie participation, qui n'était pas juste une devanture. Puis c'est important que les personnes qui sont en situation de pauvreté participent à ce genre de mécanisme-là. J'ai parlé rapidement qu'il y avait eu un rebasage de la mesure du panier de consommation. Donc, une fois de temps en temps, Statistique Canada se pose la question, OK, la mesure du panier de consommation, c'est pour la couverture des besoins. Est-ce que les besoins ont changé? Quels sont les besoins maintenant? Et ils font ce travail-là en collaboration avec des organismes, des experts, des économistes, des personnes qui sont en situation de pauvreté pour essayer de mieux comprendre les besoins et tout. On a passé, si on prend le revenu de base, pas de revenu de base, pardon, la mesure de panier de consommation pour 2021 avec les calculs de 2008, avec la base de 2008. Alors, qu'est-ce qu'on considérait qu'étaient les besoins de base en 2008? On est à 17 820 pour une personne seule à Montréal. Et si on prend la base de 2018, on est à 20 080. C'est-à-dire que c'est 3 000 de plus.
ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a pris en compte la vie des personnes qui sont dans la précarité, mais de toute évidence, on a reconnu que les besoins étaient plus importants. Donc, je n'ai pas de témoignage des personnes qui ont participé à ce processus-là, mais il y a certaines ouvertures, puis ces ouvertures-là sont très importantes. Merci. Puis si je peux rajouter de quoi qui était dans une de mes autres questions, c'était au niveau de c'est quoi les mouvements citoyens qui défendent ou qui s'intéressent au revenu de base, on va dire. Bien, il y a au Québec le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Bon, le MEPAL, on est un regroupement d'organismes qui inclut des organismes populaires, communautaires qui travaillent, dont les membres sont des personnes à faible revenu. C'est une des façons aussi qu'on inclut, qu'on travaille avec ces personnes-là, dans le fond, dans ce débat-là. Tantôt, il y avait Luc Gosselin qui était présent, il a dû quitter, mais lui, il est dans un autre organisme qui s'appelle le Revenu de base Québec aussi, qui milite pour ça. Et au niveau du Canada, il y a un groupe qui s'appelle UbiWork, UBI pour Universal Basic Income, qui travaille beaucoup là-dessus. Puis il y a un projet de loi qui a été déposé en février là, au fédéral sur le revenu de base. Donc, voilà pour. Je peux ajouter aussi, actuellement, il y a les artistes aussi, bon, à cause de la crise, qui se mobilisent aussi sur cette question, et les paysans, paysannes aussi, qui commencent à s'intéresser, notamment via l'Union paysanne, à s'intéresser aussi à cette question, donc pour soutenir finalement la relève agricole en partie. Merci beaucoup pour cet ajout. Oui, on a Joanne Saint-Denis qui a une question. Oui, ben en fait, c'est pas une question. Je voulais rajouter, je crois pas que vous l'avez mentionné, il y a aussi le Front commun des personnes assises sociales du Québec qui milite pour un revenu. Je suis pas certaine qu'il l'appelle comme ça exactement, mais qui milite pour un revenu citoyen depuis des lustres. Donc, c'est quand même un groupement qui travaille très fort à faire avancer ce dossier-là. Oui, merci. Je les avais un peu inclus dans l'idée du collectif Québec sans pauvreté, mais c'est une très bonne précision. Merci. On aurait le temps peut-être pour une autre question. Je ne sais pas sinon si Ambre et Evelyne, il y a des choses que vous vouliez dire. Je vais donner la parole à Fanny, puis après à Valérie. Oui, bonjour. En fait, je serais curieuse de savoir s'il y a eu des études aussi au niveau, vous parliez justement d'un revenu de base aussi pour les artistes, tout ça, c'est un peu mon cas. Souvent, c'est un domaine qui est très précaire, qui varie aussi assez rapidement. Puis je me demandais s'il y avait eu des études à ce niveau-là, ce que tu parlais là, quand ils ont offert finalement là, ce revenu-là, les tests. Est-ce qu'il y a eu un impact au niveau culturel? Est-ce que ça a déjà été étudié ou c'est ça ma question? Une bonne question. Mais à ma connaissance, il n'y a rien qui a été fait spécifiquement là-dessus. Mais c'est sûr que dans le principe du revenu de base, il y a cette idée-là que ça, surtout dans sa version un peu idéalisée, cet objectif-là que ça libère les gens pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Puis ce qu'ils veulent, ben, ça peut être philosophique, ça peut être faire de la recherche fondamentale dans leur sous-sol, mais ça peut être aussi de faire de la création. Puis c'est cette idée-là aussi de faire un filet social pour le risque. On parle souvent du risque pour les entrepreneurs, hein, ces entrepreneurs qui sacrifient tout et c'est pour ça qu'ils méritent tout leur argent. Ben, c'est beaucoup plus facile de tout sacrifier quand on sait qu'on a quelque chose qui fait que si jamais ça ne fonctionne pas, on va réussir à s'en sortir. Et les artistes aussi font ce genre de pari-là, de dire je prends 6 mois, 1 an pour travailler sur un projet artistique. Tu ne sais pas si ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner. Tu ne sais pas si tu vas être satisfait de ta création, tu ne sais pas si les gens vont recevoir ta création. Donc, d'avoir ce filet social-là et un filet qui n'est pas stigmatisant pour pouvoir faire de la création, ben ça serait une des choses utiles. On parlait de care, on parlait de soin des autres, mais aussi cette idée-là de pouvoir créer des choses. Puis ça peut être créer un potager comme créer une œuvre artistique. C'est sûr que c'est aidant. Et si je peux ajouter aussi, c'est par rapport à la question des artistes, il y a des choses, même si ce n'est pas exactement des formes de revenus de base, encore là, il y a plusieurs conditions
mais des politiques sociales qui ressembleraient un peu au revenu de base, ce serait en France et en Belgique, les artistes ont le statut d'intermittent du spectacle, qu'ils obtiennent en fonction du domaine dans lequel ils se trouvent. S'ils sont au cinéma, ils vont devoir faire un nombre d'heures. Mais une fois qu'ils obtiennent ce statut-là, en fait, ils vont devoir faire un nombre d'heures par an, ce qui leur garantit un revenu fixe toute l'année, en fait. Donc, ça, c'est peut-être des choses intéressantes à regarder en Belgique et puis en France là-dessus. Bon, bien sûr, actuellement, on réduit souvent de plus en plus ces revenus-là. On n'est pas... Mais ce sont des formes, si on veut, de revenus de base qui visent à soutenir et à reconnaître aussi la création, le temps de création, parce que souvent, c'est qui n'est pas reconnu. On reconnaît seulement l'œuvre, mais pas tout le temps qu'on a mis pour la produire. Donc, ouais. Merci beaucoup. Il y a Sarah qui a une question. Allô! En fait, il y a une semaine ou deux, à Radio-Canada, je pense qu'il y avait François Blais, puis un universitaire quelconque, qui était invité. Et puis, bon, ils ont eu une discussion, c'est bon, c'est pas bon, le revenu de base, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ils ont soulevé plusieurs préjugés, je dirais, que vous avez un peu démystifiés aujourd'hui. Mais ils ont aussi conclu, se sont rejoints sur les crédits d'impôt non imposables, qui serait la façon la plus facile d'instaurer quelque chose qui se rapprocherait d'un revenu de base, quelque chose comme ça. Donc, je voulais peut-être entendre votre opinion, là, encore une fois, pour démystifier cette idée-là. Je laisserai Ambre réagir parce qu'elle avait une réaction physique importante à la question. Non, mais je m'y connais pas tant que ça, mais ce que je veux dire d'emblée, c'est les crédits d'impôt, ça profite à qui? Faut se questionner, hein. Souvent, ça profite souvent aux personnes les plus aisées, puisque il faut avoir un certain montant pour... il faut gagner déjà assez d'argent pour bénéficier de ce type de crédit d'impôt. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je pense qu'il parlait de crédit d'impôt. Solidarité, OK. C'est ça, il y a des crédits d'impôt remboursables et les crédits d'impôt non remboursables. Les crédits d'impôt non remboursables, ça, c'est les crédits où tu as besoin d'avoir de l'argent, puis tout ce que ça fait, c'est que ça change ton palier d'imposition. Et effectivement, les crédits d'impôt non remboursables, ça profite particulièrement aux personnes qui ont de l'argent. Des crédits d'impôt non remboursables visent justement à s'assurer que peu importe ton niveau de revenu, on réussit à avoir de l'argent. Fait que, nous, à l'IRIS, c'est une voie qu'on trouve qui est intéressante. On pense que le crédit pour solidarité, la façon qu'il est fait, nous offre une porte d'entrée pour pouvoir combler le revenu à un certain niveau. Mais l'affaire, c'est qu'il faut toujours voir jusqu'à quel niveau on est capable d'aller, puis s'assurer qu'il n'y ait pas la trappe à la pauvreté qu'il y a à l'aide sociale. C'est-à-dire qu'à l'aide sociale, non seulement il n'y a pas beaucoup d'argent, mais dès qu'on commence à gagner de l'argent, bien là, il y a une espèce de calcul à faire entre les crédits d'impôt, puis les aides, puis l'argent qui est coupé, puis etc., etc. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une belle progressivité là-dedans pour que les gens ne soient pas pénalisés d'avoir eu la chance d'avoir des revenus de plus. Ou d'avoir travaillé pour des revenus de plus, peu importe comment on le dit. Mais c'est sûr que c'est la manière la moins coûteuse de faire le programme parce qu'on n'est pas en train de faire un chèque à tout le monde. On vise vraiment spécifiquement les gens qui n'ont pas les moyens, puis on comble le besoin. Fait que l'IRIS, on n'a pas une position officielle, mais on a publié un livre qui s'appelle 5 chantiers il y a plusieurs années, puis dans un des chantiers, c'était le bien-être, et le bien-être parlait de la question du revenu. Puis nous autres, ce qu'on disait, c'était il faut s'assurer que tout le monde ait le minimum pour couvrir ses besoins. Ça ne sort pas les gens de la pauvreté. Il ne faut pas penser que la MTC, on sort de la pauvreté. C'est juste donner les moyens de couvrir les besoins. Puis ça, les crédits pour solidarité, c'est intéressant. Après ça, il faut sortir les gens de la pauvreté s'ils travaillent. Vous travaillez à temps plein, c'est impensable qu'une personne travaille à temps plein et vive encore dans la pauvreté. Donc, c'est là où est-ce qu'on a notre indicateur du revenu viable. On sortait d'ailleurs aujourd'hui notre rapport sur le revenu viable 2021. Donc, on pense qu'une personne qui travaille à temps plein devrait atteindre au minimum le revenu viable. Puis après ça, il y a la question du maximum qu'il faut penser et mettre un ratio pour que les entreprises aussi, c'est pas juste une question d'équité entre les personnes qui travaillent dans une entreprise, c'est aussi une question de cohésion
Une personne qui travaille dans une entreprise et qui gagne le PDG qui gagne 3 millions de dollars alors que ses employés sont au salaire minimum, il n'y a aucune connaissance de la vie qu'il fait vivre aux personnes avec qui il travaille et il ne se sent absolument pas lié à ces personnes-là. Alors que si on a un ratio, déjà, on ramène un sentiment de solidarité. On faisait référence au livre de Kate Pickett et Wilkinson. Puis ça, c'est une des choses qu'ils notent, c'est qu'il y a une meilleure cohésion sociale. Puis quand il y a une meilleure cohésion sociale, il y a une meilleure solidarité, il y a une meilleure ouverture à des programmes universels. Alors que quand il y a des grandes inégalités, tout le monde a l'impression de tirer la couverte de son bord, puis on n'est pas du tout en train de la partager, cette couverte-là. Donc, Crédit pour solidarité semble être une voie qui est intéressante et surtout facile, beaucoup plus facile. On parle juste d'augmenter quelque chose qui existe déjà plutôt que d'inventer quelque chose de nouveau. Merci beaucoup. Il y a Christine. Puis Valérie, je ne t'oublie pas, si tu as encore une question, je te garde pour la fin. Correct? Evelyne, sur qu'est-ce que tu viens de dire, ça m'a fait réagir dans le sens que tu dis que le monde qui travaille à temps plein devrait vivre comme il faut, mais avec le salaire minimum qu'on a, puis les logements, puis au prix qu'ils sont, il n'y a quasiment pas, comme moi je suis à Carbone, puis ils ne bâtissent plus de logements HLM. Puis le monde que je vois dans les HLM, moi je suis à faible revenu, je suis sur l'aide sociale, je suis bien contente d'avoir mon HLM, mais ceux qui travaillent au salaire minimum, dans le HLM, ont de la misère à arriver, toute seule. Fait qu'imagine quand tu as un logement qui n'est même pas subventionné. Fait qu'encore là, quand tu dis que tu travailles à temps plein, puis tu as un salaire, tu es supposé de vivre comme il faut, mais il faut que le salaire minimum va avec ce montant-là. Là. Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que tu voulais dire, d'après moi? Oui. Puis moi, je parle d'une société idéale, mais je ne parle pas d'une société idéale réaliste. C'est pas irréaliste, je pense que c'est une société idéale réalisable. Ma société idéale, on donnerait un revenu de base à l'ensemble de la population et ensuite on pourrait choisir qu'est-ce qu'on veut faire si, comme je disais tantôt, on est des philosophes ou des scientifiques, des artistes, des maraîchers. J'aimerais ça serait le magnifique monde où je pourrais prendre soin des gens que j'aime et être valorisée là-dedans, pas seulement pour mon travail productif, mais dans le système capitaliste dans lequel on est, l'idéal à atteindre, c'est qu'une personne sur l'aide sociale a assez d'argent pour couvrir ses besoins de base, c'est-à-dire tout le monde a les revenus pour couvrir ses besoins de base, et travailler, ça veut dire sortir de la pauvreté. Et ce n'est pas le cas, et je trouve ça inconcevable. Et je trouve ça inconcevable que dire ça soit radical. Je ne comprends pas pourquoi faire cette proposition-là à l'Assemblée nationale, aux chambres des communes, on se fasse donner une tape dans le dos en disant hey, c'est beau ton monde de licorne, ben voyons donc travailler à temps plein, sortir de la pauvreté, voyons donc. Voilà, pardon. Merci. Il y a aussi par rapport à la question du logement, peut-être à la regarder du côté de Vienne, par exemple, où ils ont maintenu à Vienne, ils ont la majorité des logements qui sont coopératives ou logements sociaux dans toute la ville. Donc, il n'y a pas de stigmatisation entre ceux qui vivent dans un logement social ou coopératif. Hein, ce sont des beaux logements sociaux. Et ça permet aux personnes, justement, d'avoir un niveau de vie correct, décent. Merci. Donc, Valérie, t'avais-tu une question encore ou tu étais correct? S'il reste du temps, sinon c'est correct. Une dernière question avec toi. OK. Tu as fait mention, François, rapidement du projet de loi qu'il y a au fédéral. Je ne savais pas si nos invités avaient des commentaires sur ce fameux projet de loi. Si oui, j'aimerais. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je regardais rapidement le projet de loi. C'est un projet de loi d'initiative privée fait par une députée libérale de l'Ontario. Projet de loi privé, ça veut dire que c'est la députée elle-même qui l'a déposé. Elle n'est pas soutenue par le parti, elle n'est pas soutenue par le gouvernement. Elle le fait de son initiative privée. Il est présentement en première lecture, si j'ai bien compris. Mais ça serait très étonnant que ça se rende beaucoup plus loin. C'est un projet qui ne propose pas de mettre en place
un revenu minimum garanti ne propose pas de mettre en place un revenu de base, qui propose d'étudier la question, de faire des consultations avec les provinces pour voir, pour ne pas empiéter trop sur les compétences provinciales, comprendre les réalités, et de mettre en place des projets pilotes avec des indicateurs variés pour être capable de voir quel serait le meilleur modèle à mettre en place. Donc, c'est ça. Je n'ai pas beaucoup d'espoir que ça se rende très loin. Mais en même temps, ça montre que ça se fait. Puis comme je disais tantôt, le prochain projet pilote qu'on fait, ça serait le fun qu'on le finisse pour une fois. Super. Ben, ça pourrait être notre mot de la fin. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le livre de Ambre Fourier, Le revenu de base en question, aux éditions Éco-Société, ou la brochure de l'IRIS d'Evelyne sur le revenu de base, qui date d'une couple d'années, mais quand même bien intéressant. Puis évidemment, restez connectés avec le MEPAL. On va sûrement faire d'autres événements, d'autres actions autour de ce sujet-là, ou aussi, évidemment, d'autres enjeux comme le droit au logement. C'est quelque chose qu'on va soutenir beaucoup dans les prochains temps. La semaine prochaine, c'est la semaine de la dignité des personnes assistées sociales. Donc, informez-vous, il y a sûrement de quoi proche de chez vous. À Joliette, il y a une manifestation là, organisée par Activité mercredi à 1h au Parc La Joie, si je ne me trompe pas. Puis aujourd'hui, on va vous laisser parce qu'il faut qu'on aille courir au tintamarre de la CSN parce que le 28 avril, c'est la journée pour les travailleurs et travailleuses accidentés ou décédés. Donc, on va faire un tintamarre en avant de la CNSST. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On reste en contact. Merci beaucoup, Ambre et Evelyne, pour nous avoir répondu à nos questions et informés. C'était super intéressant. Si vous voulez tout ouvrir votre micro pour dire un gros bye-bye ou quelque chose, c'est cool comme ça. Salut, merci à tous. Merci. Bye, bonne journée. Bye. C'est très intéressant. Vraiment. Merci. Merci d'avoir été là, puis merci aux personnes qui avaient leur caméra ouverte. C'est beaucoup plus agréable de parler au visage, même si je comprends qu'il y a des gens qui, pour plein de raisons, ils l'ont fermé. Je respecte ça aussi, mais merci pour celles qui ont ouvert leur caméra. Encore plus. Ça fait plaisir. Bye bye. Merci. Bye. Bye, merci beaucoup. Bye. Bonne fin de journée. On reste en contact. Puis désolée, Ambre, pour la balle courbe que je t'ai lancée en te laissant répondre en premier au crédit d'impôt. Ah oui, non, excuse. Mais bon, en même temps, je n'ai pas encore creusé la question, mais parfois, en fait, je viens de France et j'ai toujours été choquée de recevoir seulement 30 pièces dans mon compte. Je me dis, mais en coût de gestion, ce truc-là, j'ai pas creusé la question plus, mais disons qu'il faudrait qu'il soit vraiment conséquent pour que ça vaille. Ah oui, vraiment. Il y a une augmentation conséquente à faire, c'est clair, mais ouais. c'est comme une ouverture là, que tu pourrais comme. C'est vrai. Tout à fait. Plein d'argent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis à la prochaine. Merci à vous. Oui, yes, merci beaucoup, David. Merci. Bye bye.